Pour midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, le procès d'Hissène Habré suspendu pour 45 jours. La reprise de l'audience le 7 septembre prochain. Ce matin, la Cour a commis d'office 3 avocats pour la défense de l'ancien président tchadien. 70 Sénégalais en détresse. Ils sont emprisonnés au Gabon. Le gouvernement a réagi et annonce des démarches pour la libération et le rapatriement de ses compatriotes. L'imam ratib de la grande mosquée de Dakar s'est emmuré dans un silence total après la salve de critiques qui ont suivi sa déclaration sur le mandat du président Macky Sall. Aucun commentaire a dit Imam Moussa Sam à la RFM. L'actualité internationale, ce sera avec Ismaïla Kamara. Bonjour Ismaïla. Bonjour Antoine. Les titres. Les Burundais votent aujourd'hui pour élire leur président. Sur place, la tension reste vive, on compte 2 morts. Une nouvelle victoire de l'armée malienne. Elle a chassé les djihadistes de Fakola près de la frontière ivoirienne. C'est dans le sud du pays. Bonjour cher Tidjane Diagne. Bonjour Antoine Diouf et bonjour. Le sport ce sera avec vous aux alentours de 12h20. Exact. Gorgui Sidien va intégrer l'effectif du Sénégal dans les heures à venir. Son assurance est en voie d'être réglée selon le ministère des Sports. Le dossier est dans le circuit depuis hier. Modulo Bombardier, c'est samedi prochain. On s'intéresse ce midi aux performances de Kharinlo, le lutteur des Parcelles Assainies. Et que pensez-vous du procès d'Hissène Habré suspendu pour 45 jours? On en parle dans Point de vue, ce sera vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le 7 septembre prochain que le procès d'Hissène Habré va reprendre. La Cour a décidé de sa suspension pour 45 jours. Ce matin d'ailleurs, 3 avocats ont été commis d'office pour la défense de Habré. 45 jours de suspension. C'est du dilatoire d'après Maître William Bourdon. Mohamed Ali Mouba dans quelques instants. En tout cas, la longue suspension de ce procès, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Conviction d'un des avocats des victimes, Maître Hassan Djamandiaye, au micro de Mohamed Ali Mouba. Tout le monde est perturbé, même les avocats avaient réaménagé leur calendrier en fonction de ce délai. Donc des locations de maisons avaient été faites, des avocats avaient fermé leur cabinet momentanément, des témoins et des billets avaient été déjà émis. Donc ce sera lourd ce renvoi sera lourd de conséquences. Cette interruption sera lourde de conséquences. Mais on vous dira aussi que les enjeux seront hautement beaucoup plus importants. L'idéal d'une justice qui respecte les droits de la défense, l'idéal d'un procès juste et équitable vaut tous les désagréments qu'on connaîtra du fait de cette interruption. Aujourd'hui, il va tout faire. C'est un lion blessé et ce sont les derniers soubresauts d'un lion en agonie. Évidemment, ça crée de la frustration, mais quand on nous dit que c'est pour montrer que ce procès sera au-delà de tout soupçon et que les intérêts de M. Hissène Habré seront préservés, ce sera un procès juste et équitable. Que la Cour prend ces mesures pour montrer, contrairement à ce qui a été dit, que c'est un procès gagné d'avance. La décision a été arrêtée d'avance. Quand on nous dit que c'est pour que ce procès soit exemplaire, évidemment, nous acceptons. Je vous rappelle que c'est le 7 septembre prochain que le procès d'Hissène Habré va reprendre et la Cour a décidé de sa suspension pour 45 jours. Ce matin, 3 avocats ont été commis d'office pour la défense d'Hissène Habré. Mohamed Ali Mouba. Le procès Habré est-il parti pour durer? En tout cas, à peine est-il ouvert qu'il est ajourné jusqu'au 7 septembre prochain, le temps de permettre au nouveau avocat de Habré, commis d'office par la Cour, de s'imprégner du dossier. Pour Maître William Bourdon, avocat des victimes, Habré est dans le dilatoire. De mon point de vue, il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est qu'Hissène Habré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire de ce cas, je ne veux pas être défendu, comme je l'ai dit, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Il peut aussi activer des avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions d'incompétence, de récusation, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et c'est paralyser le procès. Pour la défense, on ne paie rien pour attendre pour un procès équitable. 45 jours, ce n'est pas trop. Maître Mbaye Sène. Donc, il ne se pose pas un problème de déontologie. Si ce problème devait se poser, le bâtonnier n'aurait pas envoyé une liste à la Cour pour lui permettre de désigner des avocats de les collaboration. Eh bien, pour la collaboration, je ne peux pas pour le moment m'y prononcer parce que je ne sais pas ce que le président Habré décide.
rebelote donc le 7 septembre prochain. Mais ce jour-là, le président avertit, le procès se fera. Les avocats de la défense sont priés de se donner les moyens de défendre leurs clients, et cela, s'il le faut, contre sa volonté. Mohamed Ali Mouba, le procès d'Hissène Habré traité par la télévision nationale tchadienne, mais tout n'est pas montré sur le petit écran. Explication de Dieudonné Donambay, secrétaire général du ministère de la Communication du Tchad. Il est au micro de Mohamed Ali Mouba. Hier, la retransmission de l'audience de la cérémonie protocolaire a été faite en direct. On a pris le signal de la RTS. La RTS, oui, puisqu'elle a déjà ses installations ici. À la radio, à la télé, c'est passé. Et maintenant, pour ce qui concerne les audiences, on a les images brutes. Et puis après, nous traitons. Nous faisons une demi-heure de page magazine de 30 minutes qui est diffusée à la radio et à la télé nationale. Voilà. Vu l'importance du procès, ce serait peut-être plus intéressant de diffuser le signal en direct. Non, ça pose la diffusion en direct. Non, la première décision que nous avons prise, c'était de faire la diffusion en direct. Mais puisqu'on ne peut pas installer nos caméras dans la salle d'audience, on a revu notre ambassade à Albert. C'est ainsi qu'avec la Chambre africaine et la RTS nous donne l'image brute. Nous prenons directement l'image brute et c'est nous qui la traitons à notre manière. L'image et le son, selon notre sensibilité. Parce que c'est important, le procès il peut déranger, ça peut faire mal là-bas. Non, les Tchadiens veulent suivre le procès, veulent savoir ce qui se dit ici. Donc nous les traitons pas comme les médias sénégalais, pas comme les médias occidentaux, mais nous les traitons selon notre angle, notre vision de ce procès. 12h07, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La situation des 70 Sénégalais emprisonnés au Gabon pour dépôt de carte de séjour pourrait bientôt se décanter. En fait, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur a déclaré que les autorités suivent la situation de très près. D'après Sori Kaba, des démarches sont en train d'être menées pour la libération et le rapatriement de ces Sénégalais en détresse au Gabon. Sori Kaba, joint par Elhaj Louroudien. Malheureusement, ces compatriotes vivaient au Gabon dans une situation irrégulière. Ils ont été victimes de rafles et aujourd'hui ils sont en détention, détenus par les autorités gabonaises. Mais n'empêche, l'ambassade du Sénégal qui est sur place, suite un peu au décès de notre compatriote Kébé, est en train de prendre toutes les dispositions pour que la protection consulaire prévaut les concernant. Et rien que hier soir, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal avait pris l'engagement de s'en ouvrir à son collègue gabonais pour que les conditions les mieux requises puissent leur être octroyées, pour que leur séjour soit en détention aujourd'hui soit dans les mêmes conditions. Et au-delà, qu'on puisse envisager leur rapatriement au Sénégal. Mais en profiter aussi pour lancer un appel. Tous les pays aujourd'hui qui ont maille avec Boko Haram, qui ont maille avec les considérations terroristes, veillent à ce que les étrangers qui vivent chez eux soient en situation régulière. Donc il faudrait que nos compatriotes prennent également cette nouvelle donne de la diplomatie mondiale qui en fait s'impose à nous tous. Polémique et série de critiques après la déclaration de l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar. Ce n'est pas encore la fin, puisque les sorties contre imam Ali Moussa Sam se poursuivent. Et l'intéressé maintient-il ses propos sur la durée du mandat du président Macky Sall? RFM lui a posé la question. Réponse de l'imam, pas de commentaire. El Haj Ndiogoudien. Après le tintamarre soulevé par sa sortie, l'imam El Haj Ali Moussa Sam adopte la stratégie du silence. Joint au téléphone pour sa réaction sur la grosse polémique qu'il a suscité, l'imam de la Grande Mosquée de Dakar a simplement déclaré sur un ton sec qu'il ne parle pas de cette affaire d'Oumatiouach, dit-il avant de raccrocher le téléphone. Une réaction qui renseigne sur son état d'esprit suite à la tournure des événements après ses propos le jour de la Korité. L'imam El Haj Ali Moussa Sam, qui a demandé au président de la République Macky Sall
de ne pas réduire son mandat et de faire les 7 ans que lui confère la Constitution. Il a même ajouté qu'il n'y a rien de mal à faire du wahwahet. Depuis lors, sa déclaration est analysée, interprétée sur toutes les coutures. Le grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, va d'ailleurs se prononcer sur cette affaire. Ce sera au cours d'une conférence de presse prévue après-demain jeudi. Lui, qui est connu pour être proche de l'imam de la grande mosquée de Dakar, ne manquera certainement pas de prendre sa défense. El Hadj Alioune Moussa Sam, qui, rappelons-le, avait lors de la prière de Korité de l'année dernière déclaré qu'il n'y a qu'un seul grand serigne de Dakar et c'est Abdoulaye Makhtar Diop. Une sortie qui lui avait valu les foudres des proches de l'autre grand serigne, Pape Ibrahima Diagne. Ce n'est donc pas la première fois qu'une déclaration de l'imam El Hadj Alioune Moussa Sam suscite la polémique. 12h11 partout au Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité. Fatick s'apprête à accueillir demain un conseil des ministres délocalisé et c'est une bonne occasion pour les populations de Faïl de se faire entendre. Les habitants de ce village, situé à 15 km de la capitale du Sine, ont marché ce matin jusqu'à la route nationale pour être vus par le président Macky Sall. Leur doléance, une route bitumée et l'électrification de leur village qui est le plus grand de la région de Fatick et qui n'a qu'un seul poste de santé pas digne de ce nom. Docteur Malick Sarr est le porte-parole des populations de Faïl. Il est avec Barthélémy Ngom. Monsieur le Président de la République, Faïl n'a ni courant électrique ni route praticable. Ça c'est donc nos deux priorités numéro 1 et 2. On ne peut plus comprendre que le plus gros village de la région de Fatick, peut-être même avec peu de risque de me tromper, je pourrais dire du Sénégal à l'heure actuelle. Parce que Faïl, avec 16 000 habitants, alors qu'il était prévu qu'avec l'exploit de la décentralisation, toutes les agglomérations de plus de 8 000 habitants passent commune, donc on ne peut pas comprendre qu'une agglomération qui fait le double, à défaut d'être une commune, au moins n'ait pas encore certaines infrastructures indispensables pratiquement comme la route et le courant pour le développement. Mais à côté de cela, vous savez, comme une des pancartes, le poumon économique de la communauté rurale de Diouroup, c'est la commune de Diouroup et surtout Faïl, du fait des potentialités par la proximité de la mer. Donc le sel est là, l'or noir, le poisson, les crustacés sont là, la paille de chaume est là, sans parler du tourisme, dont Faïl recèle des potentialités importantes. Pendant que les populations de Faïl sont en colère, celles des villages situés sur l'axe Diffère, Cœur Sambadia, Joal affiche le sourire. Le président Macky Sall procède aujourd'hui au lancement des travaux de cette route longue de 42 km. Les chantiers vont coûter 12 milliards de francs CFA. Autre chose, baccalauréat 2015 en banlieue dakaroise. 2 nouveaux cas de fraude ont été enregistrés ce matin et les candidats sont entre les mains de la police. Au total, 7 cas de tricherie ont été notés depuis le début des épreuves. Calypso. Ce matin encore, la police a ouvert une autre enquête. L'affaire concerne cette fois-ci 2 autres cas de fraude. Les faits se sont passés au centre d'examen Banque Islamique. Ailleurs, au centre d'examen du lycée de Pikine, 4 candidats y ont été arrêtés par la police. Cela s'est passé hier. Les élèves avaient les corrigés des épreuves de l'anglais, de l'histoire et de la géographie dans leur téléphone portable. C'était un vaste réseau, nous renseignons. Les supposées tricheuses, quant à elles, seront présentées au procureur demain mercredi. Aujourd'hui, mardi, nous sommes allés à la rencontre des présidents des jurys du dit centre d'examen. À notre arrivée sur les lieux, le président du jury 671 faisait le tour des bâtiments, sans exception. Ah oui, bon, on essaie de bien regarder. Ici, le redouble de vigilance. Même constat dans l'autre jury, le 672. Nous avons trouvé le président dans son bureau, sous ses yeux les copies des candidats. Concernant les 4 cas de fraude, il évite le sujet. C'est au niveau de la police. L'affaire est entre les mains de la police. La police s'intéresse aussi sur un autre cas de fraude noté cette fois-ci au centre lycée Limamoulaye. C'était lors des anticipés de philosophie.
Le fautif est suspendu aux lèvres du conseil de discipline de l'université. Nous soufflons. Ces récurrents cas de fraude inquiètent cependant ce professeur de français. Pour M. Baldé, cela repose sur un trépied. La responsabilité est partagée donc entre les parents d'abord qui achètent des portables pour leurs enfants, les surveillants qui ne sont pas à l'heure, et le troisième élément ce sont les élèves parce que le fait de tricher ce n'est pas normal. Depuis le début des examens du baccalauréat, ces cas de fraude ont été signalés dans les centres d'examen de la banlieue. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Sondage Média, le groupe Futur Média donc confirme son statut de leader dans le paysage médiatique au Sénégal. Dans un sondage qui vient d'être publié, RFM, la TFM et l'Observateur sont largement en tête dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Les détails en chiffres dans le journal L'Observateur du jour. Les eaux usées font partie du décor dans plusieurs endroits de la Médina. Un environnement sale qui expose les populations à des maladies, surtout en cette période d'hivernage. Reportage dans ce vieux quartier de Dakar, Mamadou Amardion. Omar Kassé habite l'avenue Malik Sy de la Médina. Plus de la quarantaine déjà pour cet homme qui tient une tasse de café matinal à la recherche d'une sérénité quotidienne, mais il a mal au fond de lui. Vraiment, on est fatigué. Chaque fois, il y a les eaux usées qui circulent sur la rue, qui ruissellent. Bon, nos enfants, ils sont souvent malades. Il y a des maladies de cœur comme ça. Les canalisations sont vieilles. Bon, depuis le temps des colons, bon, vraiment, il faut que ça change, quoi. Il faut qu'ils refassent de nouvelles canalisations pour que ça passe. Ces eaux usées ruissellent dans plusieurs rues et ruelles de l'avenue Malik Sy. Pour Victor Semedo, c'est inadmissible. Bien sûr que je ne suis pas content de la situation. Et comme vous voyez, il débouche et il laisse tous les déchets là sur le trottoir. Et ça se redéverse encore dans les égouts. On ne règle pas la situation. Dans une autre rue, une dame tient un seau. Elle s'apprête à aller au marché pour préparer le déjeuner. Les eaux usées, pour elle, c'est récurrent. Vous-même, vous l'avez remarqué. Nos enfants sont malades. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'odeur va jusque dans nos foins. Elle en veut aux voleurs. Mais c'est la mairie qui doit intervenir. Ces populations de l'avenue Malik Sy de la Médina n'en peuvent plus. Dans cette zone fortement empruntée par de nombreux passants et des véhicules, elles ne veulent plus voir les eaux usées envahir leur quartier. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Ismaël Kamara, sécurisation de la partie sud du Mali. L'armée remporte une importante bataille face aux djihadistes. Pakola tombe au mai des soldats maliens. Ces derniers se sont attaqués au sanctuaire des djihadistes situé dans cette localité de la région de Sikasso, laquelle est frontalière avec la Côte d'Ivoire. Les détails avec Ourifité. C'est fait, l'armée malienne prend le dessus sur les djihadistes et les a délogés de leur lieu de refuge. Les soldats maliens ont tout détruit sur leur chemin. C'est ce qu'affirme une source militaire, laquelle annonce la saisie de Kalachnikov et d'engins explosifs. Et ce n'est pas tout. Cette même source militaire ajoute l'arrestation d'une quinzaine de djihadistes. Un prédicateur ivoirien fait partie du lot. Il recrutait et forçait des jeunes à venir soutenir la cause djihadiste. Selon l'armée, ces djihadistes du Sud sont en connivence avec le groupe Ansar-Dine basé au nord du Mali. En dépit de ce succès, l'armée malienne va continuer à sillonner cette partie sud du Mali, laquelle est frontalière avec la Côte d'Ivoire. 3,8 millions de Burundais élisent leur président mardi, aujourd'hui donc. Un scrutin sur fond de violence. La présidentielle burundaise est émaillée de violents incidents, lesquels ont été notés avant l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Hier déjà, les manifestants se sont fait signaler. Une explosion et des tirs ont été entendus. 2 personnes ont perdu la vie au cours de ces violentes manifestations. Il s'agit d'un policier et d'un civil. Ces manifestants disent non à un 3e mandat du président sortant Pierre Nkurunziza. Face à cette situation, quel scénario pour le Burundi au sortir de cette présidentielle? Nous avons posé cette question au rédacteur en chef du quotidien Le Soleil chargé des dossiers internationaux. Voici la réponse d'Alassane Diawara. Je crois que c'est la voie ouverte à l'incertitude et à l'instabilité. Parce que cela fait plusieurs mois déjà que l'opposition tient toujours à ce que le président ne se présente pas. Et le président semble à vouloir faire un 3e mandat en total désaccord avec les accords d'Arusha. Et là, c'est vraiment c'est l'aventure.
c'est un pays qui risque de connaître des troubles pour de longues années encore. Donc, même la Belgique qui est pratiquée le pays garant, l'ex-pays colonisateur, a menacé de se retirer, de ne plus assurer la coopération avec le gouvernement qui sera élu. Donc c'est un gouvernement qui est plus ou moins illégitime. Notre confrère Alassane Diawara du quotidien national Le Soleil, j'ajoute que 8 candidats briguent le fauteuil présidentiel au Burundi, Antoine Diouf. Somalie, la traque aux miliciens Chebab avant la visite du président Barack Obama dans cette partie est de l'Afrique. La mission onusienne en Somalie ne fait pas dans la dentelle. Elle s'attaque aux Chebab depuis le 17 juillet dernier. Ces casques bleus mènent des patrouilles dans les régions de Gedo et Baye. Ce sont des localités frontalières du Kenya et de l'Éthiopie. Cette offensive intervient au moment où le président américain Barack Obama se rend au Kenya et en Éthiopie, Antoine Diouf. Le Yémen pour boucler cette page internationale. C'est une première depuis le début de la guerre civile dans ce pays. Un navire chargé d'aide humanitaire a accosté aujourd'hui à Aden. Pour rappel, le gouvernement sénégalais va envoyer 1200 soldats en Arabie Saoudite. C'est pour venir en aide à ce pays qui lutte contre les rebelles houthis. 2100 soldats. Merci Ismaël Kamara pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne. Lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera du procès d'Hissène Habré qui s'est ouvert hier, suspendu aujourd'hui pour 45 jours. On reviendra sur tout cela avec nos deux invités. Rebonjour cher Tigan Gagne. Bonjour Antoine Diouf. Gorgui Sidien, c'est du basket. Gorgui Sidien donc va intégrer l'effectif du Sénégal dans les heures à venir. Son assurance est en voie d'être réglée. Selon le ministère des Sports, le dossier est dans le circuit de filière. Justement, un dénouement attendu dans les prochaines heures selon le chargé de communication du ministère des Sports qui précise par ailleurs que la caution est passée du simple au triple. Nous allons à présent écouter Benjamin Diop. Par rapport à l'assurance de Gorgui Sidien, hier, lorsque le DAGE est allé au niveau du ministère des Finances pour déposer, nous nous sommes rendus compte que l'assurance est passée du simple au triple. Par exemple, je vous dis que par exemple, si l'assurance coûtait 6 millions, l'assurance est passée de 6 à 18 millions. Si l'assurance nous avait coûté lors des championnats du monde 3 millions, l'assurance est passée de 3 à 9 millions. Donc, au niveau des services du ministère des Affaires, des Finances, il fallait donc vérifier le processus, tout ça, et ensuite lancer au moins le transfert. Parce que c'est un transfert qui va se faire entre la Banque centrale et les États-Unis. Donc c'est un processus qu'il faut suivre. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Gorgui Sidien, son assurance, on doit le payer, que les gens doivent sortir de l'argent comme ça. Mais non, c'est la Banque centrale, comme on l'avait fait auparavant lors des championnats du monde, qui doit au moins faire le transfert vers les États-Unis. Donc c'est tout un processus. Et je pense que les gens sont en train de s'y atterrir. Au plus tard, peut-être d'ici ce soir ou demain, tout sera mis au point. Les Lions en regroupement à Dakar se préparent à l'Afrobasket prévu à compter du 19 août en Tunisie, tout comme les filles qui disputent deux tournois, l'Afrobasket et les Jeux africains prévus entre août, septembre et octobre prochain. Notez que les Lions se sont entraînées ce matin au stadium Marcus Ndiaye. Elles sont à présent 17 comparées à hier, il y avait 16. Et il faut noter la présence d'Awagay. Nous y reviendrons avec notre reporter dépêché sur les lieux, Sadeka Antoine Diouf. On change de discipline pour parler cette fois-ci de lutte avec le combat Modulo Bombardier, c'est samedi prochain. Alors, on s'intéresse dans ce midi aux performances du lutteur des Parcelles d'Asseni. En vent de carrière, Kharayo, qu'on le surnomme, a enregistré qu'une seule défaite. Ibakan, notre confrère spécialiste de la lutte, pour plus de précision. Modou fait partie des lutteurs qui ont le plus beau palmarès de la lutte sénégalaise. Parce que Modou, c'est sa 9e année dans l'arène et en 9 ans, il a disputé au moins plus de... Il a 17 victoires, une défaite, un nul contre l'adversaire 2. Donc c'est un palmarès élogieux pour un lutteur qui va disputer le samedi 25 juillet le combat le plus important de sa carrière. Un combat qui va le mener vers la couronne de roi des arènes, de dire qu'il va décrocher un jour ce titre. Donc Modou a tous les moyens de parvenir à ses moyens, à ses fins, c'est-à-dire sans se bombardier. Modou, c'est un lutteur qui a cru en lui
Et depuis sa victoire contre Baye Mandione en 2009, après sa défaite contre Balla Gaye 2, on lui a proposé Baye Mandione un lutteur lourd, un lutteur qui faisait plus de 120 kilos, mais il a réussi à le battre. Mais depuis ce jour-là, Modou Lô a cru en lui. Il a cru qu'il peut un jour devenir roi des arènes. La preuve, après Baye Mandione, il a eu affronté Lac de Guiers 2, il a eu affronté Gris Bordeaux. Ensuite, sa victoire significative contre Eumeu Sène lui a donné le droit d'affronter Bombardier ce samedi. Demain, on reviendra sur le palmarès de l'actuel roi des arènes, Bombardier, le B52 de Mbour. Notez que le combat le combat Bombardier contre Modou Lô est prévu le samedi prochain au stade Demba Diop de Dakar sur initiative de Soubatel. Cher Tigane Gagne, merci. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Reportage à l'ex-champ des courses. Depuis que des commerçants de Sandaga sont recasés là-bas, il y a plus d'une année, ils ne cessent de se plaindre. Pas assez de clients, l'endroit est enclavé. Reportage signé Nafissatou Silas. Au marché du champ des courses règne un silence quasi absolu. Peu de clients circulent, ce qui agace les vendeurs pour qui Sandaga est incomparable. Par rapport à Sandaga, on voit que peu de clients, c'est vraiment timide. Ici, c'est différent de Sandaga. Les clients viennent au conduit. Sandaga est meilleur qu'ici, même si c'est plus spacieux dans cet endroit. Pour ces commerçants recasés ici, cette rareté de clients a bien des causes. Le marché est enclavé et éloigné. Il faut payer le transport pour venir ici, ce qui décourage nos clients. Beaucoup de vendeurs ont préféré retourner à Sandaga et vendre aux alentours du vieux bâtiment. Nos clients préfèrent acheter là-bas que de payer le transport et venir jusqu'ici. Astou Ndiaye est vendeuse de légumes au marché de Sandaga depuis des années. Difficile pour elle d'écouler facilement sa marchandise ici. Moi, j'ai grandi au marché de Sandaga. J'ai hérité cette table de ma mère. Il y a deux marchés dans cette zone, Tilène et le champ des courses. Tilène est beaucoup plus accessible et le transport est moins coûteux. C'est très dur pour nous. Les gens préfèrent Tilène. Rien ne marche ici. On ne voit personne. En dépit de tout, le marché du champ des courses est plus propre et plus spacieux que le marché de Sandaga. Les commerçants établis ici depuis plus d'une année gardent quand même espoir, mais ils cherchent désespérément clients.